Bonjour Jean-Marc Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de mon interview. Bonjour, écoutez, c'est avec plaisir que je m'exprime. Donc, vous êtes économiste, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis professeur d'économie en ce moment, professeur émérite, c'est-à-dire que j'ai moins de charges de cours que si j'étais en pleine activité à Mhm. l'École supérieure de commerce de Paris Business School. Ça s'appelle maintenant European School, Business Bon. School, donc qui est Le SCP, oui. l'ancienne historique Subdeco Paris. Et puis, par ailleurs, j'ai des chroniques dans le journal Les Échos et dans la chaîne de radio BFM Business. Et de télévision. De télévision, mais j'interviens sur la radio. C'est BFM, c'est enfin c'est Ah, RMC d'un d'accord. côté, puis il y a BFM TV et BFM Business. Et donc j'interviens sur BFM Business, qui est en radio, et puis en télé aussi dans la matinale le matin à partir de 6h, de 6h à 9h. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir donc accepté cette interview. Moi, on m'a recommandé auprès de vous parce que j'ai dit, mais finalement, l'évasion fiscale, est-ce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus? Et on m'a dit, ah, peut-être que Jean-Marc Daniel pourra te donner un point de vue que tu n'as pas. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, faut-il éradiquer toute évasion fiscale ou non? Alors, évasion fiscale, le mot est ambigu. C'est-à-dire que évasion fiscale, ça veut dire perte d'impôt. Perte d'impôt, il y a trois possibilités. Il y a une possibilité qui est la fraude fiscale. Alors ça, il faut lutter contre la fraude fiscale, c'est évident. La Mhm. loi s'applique, quel que soit l'individu qui est concerné par l'application de cette loi. Et Ensuite, il y alors, a qu'est-ce l'optimisation qu'est-ce que la fiscale. fraude, Ceci a qu'est-ce très que la grande fraude différence. fiscale C'est-à-dire la précisément? capacité de tout individu, face à un impôt qu'il va juger plus ou moins confiscatoire, de trouver une astuce juridique pour y échapper. Et Hmm. ça, c'est Alors, assez répandu. De même que d'ailleurs la fraude fiscale. On imagine assez souvent que les deux sont l'apanage des gens les plus riches. C'est effectivement les gens qui ont à payer des impôts qui essaient de hmm, réduire cette charge, mais tout le monde est plus ou moins concerné. Et puis, il y a la fuite physique, c'est-à-dire l'exil fiscal. Et donc, dans toutes ces considérations, on ne peut pas traiter de la même façon la fraude et l'optimisation. Quant à la fuite, il y a une question que doit se poser l'État qui est à l'origine de cette fuite. Est-ce que par ce biais-là, il ne traduit pas le fait que pour la population, son impôt est excessif? Vous d'accord. avez un économiste du début du 19e siècle, Thierry Cardot, qui est un économiste très connu, qui, dans un chapitre très connu de son livre, qui s'appelle Principe de l'économie politique et de l'impôt, c'est le chapitre 17, il Mhm. dit, si vous constatez que des gens quittent votre pays à cause des impôts, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que ce sont eux les mauvais patriotes? Ils n'aiment pas leur pays, ils s'en vont. Ou est-ce que c'est vous le mauvais patriote? Parce que tout individu, assez naturellement, aime son pays, cherche à contribuer à l'amélioration de la situation de ce pays, et s'il est poussé à l'extrémité de la fuite, c'est que quelque part, vous êtes allé trop loin. Oui, Donc l'évasion après, fiscale, ce si c'est présuppose. la fuite ou si c'est l'optimisation, Alors, c'est aussi attendez, la traduction attendez, de attendez, l'excès attendez. d'impôt. Attendez, laissez-moi vous poser des questions. Donc, c'est quand même un peu fort de café de dire que tout le monde serait naturellement patriote et voudrait du bien pour son pays. Peut-être que c'était encore plus vrai, peut-être à cette époque-là, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit forcément le cas. Ah, je crois que tout individu assez naturellement aime bien son pays et tout individu a assez envie de vivre dans le pays dans lequel il est né, dont il parle la langue et dont il parle la culture. Vous savez, l'exil, quel qu'il Et soit, vous est vous toujours appuyez, vous une vous forme appuyez. d'échec, hein, ou une forme de persécution. Les gens qui fuient leur pays pour des raisons politiques, les gens qui fuient leur pays pour des raisons économiques, le fuient dans des conditions où ils vivent ça comme une vexation. Alors, il y a des gens qui quittent leur pays pour des raisons qui sont, on peut Attendez. s'expatrier pour des raisons tout à fait nobles et tout à fait naturelles, mais Hmm. l'exil en tant que tel, fuir quelque chose, c'est fuir une agression. D'accord. Et il faut que vous me laissiez vous interrompre, sinon cette interview va être très Oui, compliquée. Je sais pas si vous m'entendez quand je vous interromps, je vu ne vous qu'on est entends au pas téléphone. toujours, mais allez-y, allez, posez votre question. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait croire cela? Est-ce que vous vous appuyez sur une étude ou ce genre de choses pour dire que les gens, de manière générale, de manière naturelle, ils ont envie de profiter à leur pays? Oh, écoutez, des études, c'est assez. Si vous demandez aux gens naturellement est-ce qu'ils aiment leur pays, les gens aiment toujours leur pays. Enfin, c'est Mais un si vous réflexe vous appuyez naturel. sur quoi pour dire ça? C'est juste Je crois votre qu'on est assez intuition? naturellement patriote. Et encore une fois, l'idée que quand on s'en va, quand on Mais fuit, comment c'est vous pas parce savez qu'on ça? n'aime plus son pays, on n'aime pas son État, on n'aime pas la politique qui est menée Pardon, par ce pays. pardon, L'exil pardon. politique, c'est aussi soit contraint,
soit naturellement une façon de dire qu'on n'aime pas les gens qui sont à la tête de ce pays. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce pays. D'accord. Mais comment vous savez ça? Ah ben, écoutez, comment je sais ça? Moi, je constate que des gens s'en vont. En général, quand on s'en va, Non, je ne parle pas de ça. encore une fois, il y a des gens qui partent à l'étranger sur des bases qui sont des bases claires avec un projet défini. Non, Il y a des gens qui je ne parle pas de ça. Quand vous êtes en... Je ne parle pas de Oui. ça. Je vous demande comment vous savez que, en général, en moyenne, les gens, ils aiment leur pays et veulent l'aider, quoi. C'est une intuition, C'est une intuition. Écoutez, normalement, si vous n'aimez pas votre pays d'une certaine façon, là, encore une fois, vous le quittez. Si vous êtes dans une situation peut-être que vous n'aimez juste pas le concept de pays ou de patriotisme et que vous en voulez pas non plus un autre, quoi. C'est tout est possible. Quand vous êtes dans un pays, assez naturellement, vous êtes attaché à ce que l'avenir de la communauté à laquelle vous appartenez, par hasard, hein, vous êtes dans un pays par hasard, hein, on ne choisit pas son pays, on y naît. Alors, il y a des pays que l'on choisit. Quand vous êtes dans un pays, assez naturellement, vous essayez de faire en sorte que cette communauté se porte le mieux possible. Oui, parce que vous avez vos amis là, etc. Ok. Bon, pourquoi pas? Parce que vous avez reçu la culture, parce que vous en parlez la langue, parce que vous en maîtrisez l'histoire, parce que votre vie a été associée à ce pays. D'accord. Alors laissons là ce sujet. Et donc j'ai tout de suite envie de vous poser une autre question qui m'est venue en vous écoutant. C'est donc l'argument ricardien. C'est donc que si jamais les gens ont tendance à faire de la fraude ou de l'évasion fiscale, etc., ce serait parce que probablement ou potentiellement il y aurait un impôt qui serait trop fort dans son propre pays. Mais dans ce cas, par exemple, moi j'aimerais qu'on parle de l'impôt des entreprises qui est d'actualité avec l'annonce de Joe Biden, on pourra en parler après, qui a fait grand bruit aujourd'hui. Mais dans ce cas, pourquoi tous les pays ne passeraient pas leur temps à se faire concurrence et à mettre des impôts toujours plus bas au détriment finalement des collectivités qui se retrouvent avec moins d'argent, mais juste parce que le pays d'à côté a mis des impôts plus bas, quoi. Mais écoutez, d'abord, concrètement, il y a des pays qui se font de la concurrence et qui se font de la concurrence fiscale. Oui. Il y a d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à certains pays de faire du dumping, de la concurrence fiscale. Ensuite, les impôts, ils sont à la fois votés par des parlements normalement, mais les impôts, ils sont aussi le moyen d'un certain nombre de gens de vivre. Donc, je cite assez souvent Rousseau, donc, qui a écrit l'article Économie de l'encyclopédie. Oui. Et dans cet article, il dit deux choses. Il dit la première chose, c'est que le mot impôt et le mot imposteur, c'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui va mettre des impôts, ça s'appelle un imposteur, et la sagesse populaire associe ce créateur d'impôts au mensonge. Donc, imposteur, c'est devenu progressivement le créateur d'impôts, le menteur. Tout impôt est forcément mauvais pour vous? Non, tout impôt n'est pas forcément mauvais. Je cite Rousseau. Je considère que effectivement le véritable enjeu, et c'est pourquoi Rousseau dit ça, parce que dit-il, en fait, en réalité, assez souvent, l'impôt sert à, alors c'est Rousseau là encore, hein, Rousseau il sert à entretenir la vie de gens qu'il appelle des fainéants au détriment des hommes utiles. Et donc, je crois que l'impôt n'a de sens que s'il correspond à un service objectif rendu aux contribuables. Sinon, il est une violence. Et là aussi, en théorie fiscale, on dit il y a le consentement à l'impôt, il y a la volonté, il y a la violence fiscale. S'il y a consentement parce qu'il y a service rendu. S'il n'y a pas de service rendu, donc, ça devient une violence, ça devient une confiscation. Bien sûr. Donc, pour qu'il y ait consentement à l'impôt, il faut aussi donc qu'il y ait, en plus de la concurrence dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'il y ait l'impression que l'argent est bien utilisé à bon escient. Exactement, que l'argent est bien utilisé et surtout qu'il y a un contrôle sur la façon dont il est utilisé. Là aussi, l'origine de la démocratie, c'est le contrôle de l'argent des contribuables fait par des représentants des contribuables. Les contribuables consentent à donner à l'État, au prince, au souverain, à la caste des fonctionnaires une partie de leurs revenus à condition de pouvoir vérifier ce qu'ils en font et de vérifier que l'argent est bien utilisé. D'accord. Et donc, si vous utilisez cet argument-là, si vous parlez de ça, c'est parce que vous estimez que dans certaines situations, finalement, les gens auraient tendance à faire de l'évasion fiscale ou les entreprises auraient tendance à faire de l'évasion fiscale, c'est-à-dire à préférer payer les impôts dans d'autres pays parce qu'ils estiment que dans ces autres pays, l'argent est mieux utilisé? Non, parce que je pense que vous avez deux arguments. Ça me paraît assez bancal comme argument. Effectivement, on cherche à vérifier, ça c'est l'ensemble de la collectivité qui veut vérifier que l'impôt est bien utilisé. Et puis vous avez un réflexe naturel aussi qui est d'essayer de payer le moins cher possible. Bon. Et donc, ce réflexe, encore une fois, ce n'est pas que les entreprises. Hein. Quand vous regardez l'optimisation fiscale, tout ce qu'on appelle les niches fiscales en France, l'essentiel, c'est des
particuliers. D'ailleurs, quand vous faites votre déclaration de revenus, tout un tas de gens vous font des propositions pour réduire la masse d'impôts que vous allez payer. Donc, Oui, c'est un réflexe assez naturel de tout individu d'essayer d'obtenir le maximum en payant le minimum. oui. Alors ça, Mais ça c'est ne par concerne exemple pas ce que qui les permet impôts, hein. Ça concerne le fonctionnement général de l'économie. Un des oui, principes fondamentaux de l'économie, c'est de payer moins c'est cher, bien sûr. le principe d'un économiste là aussi du 19e siècle qui s'appelait William Nassau Senior, qui a été repris par la suite, consiste à dire que l'objectif de tout individu, c'est d'obtenir le plus en payant le moins. Bien sûr. Mais donc, on est d'accord, il y a pas de problème là-dessus, qu'il semble logique de vouloir payer le moins. Et vous dites par exemple que la plupart beaucoup de l'optimisation en France, c'est par exemple les particuliers. Mais quand on regarde en termes de sommes qui échappent à l'État, c'est quand même beaucoup plus les entreprises que Je les pense que non. particuliers. C'est-à-dire que si vous voulez, En après, termes de quand vous volume, regardez l'optimisation, en termes de volume, hein. dans l'absolu, En termes de c'est-à-dire quand vous volume, hein. regardez les niches fiscales, l'essentiel, c'est des particuliers. En termes de Alors volume. après, ça dépend comment vous comptabilisez les exonérations de charges sociales. Ensuite, quand vous regardez la fraude fiscale, il est très difficile d'évaluer la fraude fiscale, mais là aussi, il est probable, parce qu'on ne peut pas l'évaluer, que l'essentiel de la fraude est une fraude à la TVA et que cette fraude à la TVA, elle est liée à des accords entre citoyens plutôt que des organisations. Alors, vous avez des Mais malhonnêtes, alors, hein, vous avez des truands dans toute structure, vous avez des gens qui sont fondamentalement malhonnêtes. vous semblez Mais avoir. ce que j'appelle la Attendez. fraude au quotidien, la fraude, Oui, c'est essentiellement des citoyens ordinaires. d'accord. Mais vous semblez avoir des chiffres différents des miens. Donc, en termes de volume, vous me dites qu'il y a beaucoup plus d'optimisation, d'évasion fiscale de la part des particuliers que des entreprises? Parce que si on parle. C'est très difficile à évaluer. Quand vous avez une entreprise dont on vous dit, alors le grand exemple qu'on vient d'avoir maintenant, c'est les GAFA, par exemple. Hum, Bon, ils ont leur siège social à des endroits divers et variés. hum, Il est absolument impossible de savoir combien ils auraient vraiment payé d'impôts s'ils avaient installé leur siège social dans tel ou tel pays. Et hum, il n'y a pas de raison de considérer qu'ils aient cherché systématiquement à installer leur siège social dans l'endroit où on paie le plus d'impôts. évidemment. Donc, dire qu'ils devraient avoir installé leur siège social chez nous en France, non, leur siège social, ils l'installent effectivement sur des bases qui sont à la fois des bases fiscales et puis des bases qui correspondent à la réalité de leur activité économique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, moi, demain, je fais un petit pays en construisant une plateforme, comme il y a eu la plateforme de la Rose dans les années 70. Je fais un petit pays dans les eaux internationales et je dis dans ce pays, il y a seulement 0,5% d'impôts, alors que c'est plutôt en moyenne 20 à 30% d'impôts hein, sur les entreprises partout ailleurs dans le monde. Et je dis, n'importe quelle entreprise peut venir se domicilier ici, il n'y a pas de problème. Et je récupère 0,5% d'impôts comme ça de toutes les entreprises qui veulent déclarer leur chiffre d'affaires chez moi grâce à des jeux de succursales. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est juste? D'abord, on ne crée pas un pays comme ça. Non, Ensuite, mais vous c'est avez effectivement des pays sur lesquels vous pouvez un peu ce qui démultiplier se votre passe. activité. La question Un peu qui ce se qui se pose, passe avec le c'est que, Luxembourg ou l'Irlande en ce moment. oui, absolument. Mais la question qui se pose, c'est à la fin des fins, qui paie l'impôt? Parce que les entreprises, c'est un mode d'organisation de la production. Quand vous Hmm, faites payer des impôts à des entreprises, vous ne faites pas d'illusions. L'entreprise, elle répercute ça après dans ses prix. hmm, Et donc, en théorie économique, d'ailleurs, quand vous faites des modèles économiques, le payeur d'impôts, c'est le ménage, c'est le citoyen, c'est le consommateur. Après, la modalité dont il le hmm, répartit, c'est une modalité qui va dépendre effectivement de la façon dont le consommateur réagit à des évolutions de prix. hmm. Donc, si vous baissez Ça ces dépend impôts, parce si vous que. réussissez à ne pas payer d'impôts, la conséquence immédiate, ça va être que le Hmm, consommateur lui-même va avoir des prix inférieurs. Donc, le bénéficiaire ultime du processus, c'est le consommateur. Quand les gens dénoncent la concurrence fiscale, ce qu'ils dénoncent, c'est pas le fait que, quand on dénonce, par exemple, l'activité de l'Irlande en Europe, ce que hmm. dénoncent les entreprises, c'est pas le fait que l'Irlande ne perçoit pas d'impôts, c'est que les entreprises qui sont domiciliées en Irlande peuvent se permettre de facturer et d'avoir des prix moins élevés que les entreprises qui sont dans les autres lieux. Oui, et c'est pas seulement ça. C'est que quand on regarde, enfin, vous oubliez quand même une variable dans l'histoire, c'est que les entreprises, elles ne font pas que euh, répondre à un besoin à un certain prix. Il y a aussi de l'actionnariat qui est rémunéré, une concurrence à qui rémunérera le mieux son actionnaire, etc. Et Non, il n'y a pas que l'actionnariat qui est rémunéré, il y a des salariés qui sont. oui, mais C'est ça, quant à c'est l'actionnariat, la l'actionnariat, charge tout le incompressible. monde peut Mais être actionnaire. hmm, D'ailleurs, même concrètement, l'actionnariat au niveau mondial, c'est essentiellement des personnes âgées.
C'est-à-dire, c'est l'ensemble de la population qui est actionnaire. C'est pas, Mhm. l'actionnaire, c'est pas un individu qui est hors sol, c'est des individus. Et l'actionnaire, essentiellement, c'est un futur retraité. C'est-à-dire les systèmes d'actionnariat sont axés essentiellement sur la collecte de fonds dans le cadre de fonds de pension. Et un fonds de pension, c'est pas un fonds spéculatif. Dans la presse, on a souvent la présentation des choses où on voit fonds de pension comme étant le fonds spéculatif. Non, pas un fonds de pension, c'est des gens qui gèrent. Un fonds de pension, bon père de famille, l'argent des futurs retraités. Et donc là, par exemple, en France, vous pouvez être actionnaire, il n'y a pas de fonds de pension, mais la dernière loi en vigueur sur l'actionnariat salarié, l'actionnariat populaire, qui est la loi Pacte, a créé un plan épargne-retraite. Vous pouvez devenir actionnaire et bénéficier des dividendes dont vous parlez. Oui, oui, tout le monde peut devenir actionnaire, c'est bien joli, mais tout le monde n'a pas le pactole pour que ça rapporte vraiment. Mais bref, et Ah puis non, les mais tout le monde n'a pas le connaissances. pactole, mais tout le monde peut, potentiellement, tout le monde peut faire fortune. C'est-à-dire, Oui, les mais ce gens que qui je veux font dire, c'est fortune, que bon, vous vous, avez vous des dites, héritiers, donc là, on vous, peut réfléchir. vous On peut dites que réfléchir à ça, la, non plus, ça, c'est plus la fiscalité des entreprises. On peut oui, réfléchir à la fiscalité de la c'est transmission du patrimoine entre particuliers d'une génération à l'autre. c'est un autre Mais problème. après, quand vous regardez notamment aux États-Unis, les gens que l'on présente, que l'on montre à l'heure actuelle comme les plus fortunés, que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk, ce sont tous ça des gens qui sont partis de rien. Oui, Alors, oui, vous avez un peu le oui, mythe du garage au fin fond de la baie de San Francisco, oui, mais oui, il y a quand mais même beaucoup de gens qui on effectivement sait se très sont bien que ce sont, aperçus on par leur inventivité. Oui, oui, on sait très bien que quand même ces cas-là, c'est des arbres qui cachent la forêt, puisque les études montrent que les gens riches aujourd'hui sont pratiquement tous descendants des gens riches de il y a 100 ou 200 ans, donc à Oui, non, 99,9%. c'est faux ça. Donc il Vous faut... avez un très beau papier, un très beau livre qui vient d'être fait par un historien américain qui s'appelle Walter Scheidel sur Hmm. l'histoire des inégalités. Et il montre bien qu'en réalité, on ne réduit que si on veut avoir de la croissance économique, un enrichissement global, il faut accepter un certain niveau d'inégalité, et qu'on a réduit durablement les inégalités dans le monde que par la violence, et une violence qui a eu comme résultat non pas de mieux répartir le revenu, mais d'abaisser le revenu des riches. C'est-à-dire l'objectif d'une société, c'est pas normalement d'abaisser les riches, c'est d'élever les Hmm. pauvres. Or, on a jusqu'à présent réussi à ne réduire les inégalités que par l'abaissement des riches. D'accord. Donc, il faut accepter dans une société un certain seuil d'inégalité avec un objectif, c'est de faire en sorte non pas qu'il n'y ait plus de riches, mais que les gens qui sont pauvres au sens relatif du terme vivent décemment. Hmm. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas les inégalités le problème, mais uniquement la pauvreté. Absolument. C'est la pauvreté et l'incapacité qu'a une société de faire en sorte que la partie la plus pauvre vive décemment. D'accord. Ok, mais on va revenir quand même sur notre sujet principal. Sur les impôts. J'entends votre point de vue là-dessus. Mais alors, sur les impôts, est-ce que il serait quand même pas plus logique parce que vous dites que on ne sait pas ce que les GAFAM gagnent, par exemple, en France. Mais moi, je vais vous donner un exemple très simple. YouTube, puisqu'on est sur cette plateforme aujourd'hui, YouTube nous a dit il y a environ un mois à tous les YouTubeurs du monde, bon, vous allez déclarer dans quel pays exactement vous payez des impôts et si on a un accord avec ce pays ou pas. Et sinon, tous vos revenus seront taxés à 22% aux États-Unis, quel que soit le pays où vous le faites. Et si vous déclarez bien le pays où vous êtes et qu'il y a un accord, vous ne serez pas taxé. Mais sinon, tous les revenus que vous faites par des gens qui visionnent vos vidéos aux États-Unis, vous serez taxé dessus à 22%. Voilà ce que nous a dit YouTube il y a à peine un mois. Donc, on voit bien que le gouvernement Biden a l'air de se saisir de la chose et on voit bien que quand on veut taxer les GAFAM, on peut le faire. Il suffit de regarder où sont leurs clients. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique qu'on paye des impôts là où sont les clients plutôt que de rapatrier les bénéfices où on veut dans le monde? Oui, je veux bien qu'on dise ça, mais allez expliquer ça dans un pays en Europe où où on est largement exportateur. Quand vous êtes un pays comme les États-Unis, qui est largement importateur, vous avez plutôt intérêt à faire en sorte que l'on paie les impôts à l'endroit où a lieu l'activité. Quand vous Mhm. êtes un pays exportateur, je prends LVMH, est-ce que vous voulez que LVMH paie des impôts en Chine parce qu'ils sont un gros exportateur de sacs vers la Chine? Non, le LVMH, il est plutôt naturel qu'ils paient des impôts dans le pays où effectivement ils sont référencés, où ils créent leur richesse, dans le pays où ils sont traditionnellement installés. Bah, je Donc ne le sais pas. véritable enjeu, si vous voulez, c'est que vous avez deux niveaux dans ça. Vous avez un niveau qui est
à quoi on utilise ces impôts. Encore une fois, je Mhm. crois que c'est ça qui est le plus déterminant. C'est quelle est la capacité. L'impôt en tant que tel n'a pas de vocation à exister. Il n'existe que parce qu'il va servir à financer des services qui sont rendus à la population. Mhm. Et donc la question qui se pose, c'est à quoi sont utilisés les impôts et est-ce que leur utilisation est en conformité avec les attentes de la population et est-ce qu'elle est optimale, c'est-à-dire que par rapport aux objectifs Oui, de la mais c'est un autre croissance, sujet pour moi, ça, c'est c'est totalement autre un autre chose. sujet. Et puis deuxième élément, Mhm. effectivement, vous allez avoir des volontés au travers de l'impôt qui est d'essayer de réduire les inégalités, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous ne réduisez pas les inégalités par la violence, par la confiscation, par la prédation sur une partie de la population. Alors Ce là, qui je ne montre de parle toute pas façon du que tout si vous voulez des vraiment réduire les inégalités. inégalités, il faut aider les pauvres. Alors moi, je n'ai pas du tout parlé d'inégalité, en l'occurrence aujourd'hui, puisque je parle en majorité d'impôts sur les sociétés et tout ça. C'est plutôt Oui, entretenir, comme Joe Biden le propose dans son plan, dont on peut peut-être parler maintenant. C'est-à-dire que là, il propose de passer l'impôt de 21% à 28%. Donc sur les bénéfices des entreprises, alors qu'il était donc à 35% et c'est Trump qui l'avait abaissé à 21%. Et donc, il propose de le remonter à 28%. Et grâce à ça, il propose donc, il pense récupérer 2000 milliards de dollars et il veut faire un large plan pour rénover les routes. Il y a plein de ponts qui sont en mauvais état, etc. Un large plan de relance. Mais c'est aussi sur les infrastructures. Là, on ne parle même pas de redistribution. C'est ça que je veux vous dire. Les impôts, il ne faut oui, pas tout le oui. temps voir Alors, ça comme de trois la remarques par rapport à redistribution. ça. La première remarque, c'est que le plan en question ne sera pas financé par les impôts en question. C'est-à-dire que c'est largement inférieur à la nature du plan et à l'évolution du plan. Et donc, quand vous regardez le débat aux États-Unis même, vous avez trois positions dans le débat. Vous avez des gens qui disent, bon, écoutez, il faut reconstruire les ponts, il faut remettre l'électricité à niveau. Donc, du côté des républicains les plus radicaux, ils disent, écoutez, on va faire du déficit. Ce que nous a montré Reagan, c'est qu'on pouvait baisser les impôts et dépenser, on n'a pas besoin d'équilibrer les comptes publics. Et puis, vous avez à l'extrême gauche des gens qui disent, mais bien sûr qu'on n'a pas besoin d'équilibrer les comptes publics. Et donc, ce qu'on appelait les partisans de Sanders, de Bernie Sanders, les actuels partisans, ils vous expliquent qu'il ne faut surtout pas augmenter les impôts sur les entreprises, il faut augmenter les impôts sur les riches. Et parce qu'eux, ils considèrent que la bonne solution dans une société, c'est d'utiliser l'impôt pour réduire les inégalités. Il Donc, faut, eux non veulent pas pour redistribuer, ouais. financer le service public, mais pour réduire les inégalités, il faut taper sur les riches. Et puis, vous avez la position intermédiaire de Mme Yellen, donc, qui est de dire on ne peut pas vivre indéfiniment au crochet de la dette, on ne peut pas multiplier la dette, il faut donc trouver des recettes. Et donc, on va augmenter l'impôt sur les sociétés. Mais quel impôt sur les sociétés? Parce que aux États-Unis, c'est comme partout. Dès que vous créez un impôt et que cet impôt est vécu comme étant abusif, Mm. eh bien, vous allez avoir donc ce que vous appelez de l'évasion fiscale. Et donc, l'État va essayer de faire en sorte, pour légitimer son impôt, de créer des niches. Donc, aux États-Unis, le taux moyen de l'impôt sur les sociétés, c'est pas 21%, ça c'est le taux affiché. Le taux réel, il est beaucoup moins important. Et donc, le véritable enjeu pour les États-Unis, pour Biden, c'est effectivement, est-ce que c'est le bon outil de faire payer des impôts aux entreprises pour construire des ponts sur lesquels vont circuler les voitures des particuliers et des Américains? Est-ce que la bonne réponse, ce ne serait pas d'augmenter la TVA? Donc ça, c'est un débat politique, mais l'idée que Mm. c'est forcément les entreprises qui vont payer est une idée qui se heurte très rapidement au fait que ces entreprises vont chercher, d'une part, à essayer de trouver une niche fiscale qui va leur permettre d'échapper à l'impôt, et Mm. d'autre part, eh bien, vous avez le problème de ce qu'on appelait la délocalisation. Au bout d'un moment, vous partez. Oui, alors, pour répondre à ces deux problèmes, sur le premier problème des niches fiscales, etc., vous en avez parlé tout à l'heure pour la France, je n'ai pas répondu, mais quand on fait des niches, c'est aussi une manière pour la France de diriger l'argent, ou pour le pays, de diriger l'argent vers ce qui lui semble bon, c'est-à-dire que ce n'est pas des impôts, mais en même temps, ce n'est pas des investissements qu'il devra faire lui, notamment vers, par exemple, des associations culturelles ou politiques, etc. Et donc, les niches fiscales ne sont pas forcément mauvaises. Par exemple, sur la transition écologique, ça peut permettre d'injecter massivement de l'argent vers des énergies renouvelables ou ce genre de choses. Et sur la deuxième remarque que vous avez dit, donc voilà pour les niches. Et sur l'évasion, etc., là, l'appel de Joe Biden d'aujourd'hui, c'est quand même au niveau des pays du G20, donc les 20 pays les plus riches, entendons-nous sur un impôt justement sur les bénéfices des entreprises, un taux minimal
pour arrêter cette espèce de danse où les entreprises vont mettre leur siège social là où ça coûte le moins cher et ne pas financer les hôpitaux, les routes, finalement, dans aucun des pays participants. Et finalement, on a l'impression d'un marché un peu perdant-perdant dans cette histoire où les entreprises peuvent payer leurs impôts où elles veulent et ce qu'elles veulent. Donc, c'est pour ça que... Non, parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'elles qui sont concernées. Hein. Les impôts, ce n'est pas uniquement les entreprises qui vont les payer. Mais moi, je vous Ne vous parle de faites pas ça. d'illusions. En Je vous réalité, parle de ceux qui ça. paient les impôts, quoi qu'il arrive, c'est le consommateur, c'est celui qui va utiliser le bien des entreprises. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. La question qui se pose, c'est comment, lorsqu'on augmente l'impôt d'une entreprise, elle se comporte de façon microéconomique. Au final, l'impôt, il est tout le temps payé par des citoyens. L'entreprise, c'est une organisation juridique. Vous dites ça, La mais question, ça c'est paraît dans faux. la Pardon, séquence de pardon, pardon. décisions qui sont prises par l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise va se comporter? Et on voit bien que si on augmente les impôts des entreprises, eh bien, elles investissent moins, elles se délocalisent, elles s'en vont. Après que les États-Unis veulent imposer aux autres leur mode de fonctionnement, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a à se soumettre aux États-Unis? Est-ce qu'on a systématiquement à répondre aux exigences des États-Unis? Est-ce qu'il faut qu'on maintienne des impôts élevés en Europe pour financer des sur le Mississippi? Ah bah alors nous, en l'occurrence, tout le monde n'arrête pas de dénoncer l'impérialisme américain. Il faudrait se soumettre aux volontés des États-Unis pour pouvoir payer la reconstruction. Alors nous, en l'occurrence, c'est bizarre comme mais notre, enthousiasme. mais notre impôt sur les bénéfices pour les entreprises, il est déjà plus élevé que celui des États-Unis, donc on n'a pas à se soumettre. Nous, ça nous arrange. Non, non, mais nous, ça nous arrange, nous en tant que tel, mais il y a des pays où ça ne les arrange pas. Je ne vois pas pourquoi l'Irlande augmenterait son impôt sur les bénéfices pour permettre aux États-Unis de reconstruire leur pont. Bah, parce qu'on peut l'y forcer, parce qu'on peut leur dire Ah arrêtez. oui, oui, on peut l'y forcer, mais ça, effectivement, forcer les gens, Des rapports de c'est pas force. la démocratie, c'est pas la liberté. Vous savez, je prends toujours comme exemple que c'est la gauche d'ailleurs qui avait décidé de donner la vignette au département. La vignette automobile, un impôt dont je pense que beaucoup de nos auditeurs téléspectateurs ont oublié l'existence. Mais donc, on avait dit dans la décentralisation, parce que vous avez quand même une autonomie fiscale des collectivités locales dans ce pays. Hein, les collectivités locales sont responsables de la détermination, normalement, des règles fiscales les concernant dans un cadre qui est un cadre national. Et donc, la vignette, il y a un département célèbre qui était le département de la Marne qui avait mis une vignette très, très bas. Moyennant quoi, tout le monde allait inscrire ses automobiles dans la Marne. Toutes les voitures qui étaient des voitures professionnelles étaient enregistrées dans la Marne. Donc, les autres départements sont allés voir le ministre des Finances de l'époque, qui était Laurent Fabius. Et on a dit à Laurent Fabius, il faut harmoniser. Alors, Laurent Fabius a dit, oui, j'harmonise, je supprime. Il a supprimé la vignette. Moi, si Mme Yellen veut absolument harmoniser l'impôt sur les sociétés, qu'on le supprime comme ça. Alors, oui, mais moi, ce que j'ai envie de vous demander, finalement, c'est quelle est votre situation si demain vous étiez au pouvoir et vous mettez les impôts que vous voulez, vous mettez aucune imposition sur les entreprises, aucune imposition sur les particuliers? Non, je pense, si vous voulez, alors là aussi, il y a de la théorie économique qui est assez ancienne. Moi, j'ai été formé à l'idée de, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on appelait la théorie des finances publiques de Musgrave, qui était un des inspirateurs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aux États-Unis à l'époque de l'administration Kennedy. Et justement, il s'était aperçu que le célèbre impôt que met en avant, en particulier Thomas Piketty, qui était à plus de 90%, quand Kennedy est arrivé, il a demandé à savoir combien il y avait de gens qui le payaient. Et on lui a répondu, mais personne. Il y a des niches qui font que personne ne paie cet impôt. Ce qui fait que Kennedy a dit, on est dans une situation où ce type d'impôt finit par engraisser les conseillers fiscaux et non pas fournir des recettes à l'État. Donc je crois qu'une bonne fiscalité est une fiscalité qui est simple. Je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut une fiscalité environnementale. C'est-à-dire que la taxe carbone, telle qu'elle avait été conçue initialement, de fixation d'un prix du carbone avec une montée en puissance, est donc à la charge de l'ensemble de la population, des entreprises, mais aussi l'ensemble de la population, est une bonne chose. Quand on a un impôt sur les sociétés, il n'y a pas toujours eu un impôt sur les sociétés. Je rappelle qu'en France, l'impôt sur les sociétés, il date de 1946. Avant, on payait une patente, qui était une autre logique. Mais l'impôt sur les sociétés tel qu'il est relativement récent. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait éternel. Et donc, si jamais vous seriez au pouvoir, par exemple, par quoi vous remplacez du coup cette manne, ces revenus de l'impôt sur les sociétés pour financer nos routes et nos hôpitaux, par exemple, ou nos écoles? Je pense que pour financer nos routes et nos hôpitaux et tout ça, là aussi, est-ce qu'on a besoin d'une dépense publique aussi élevée? Cette idée que cette dépense publique est nécessaire, indispensable, bien utilisée, est une idée qui est relativement fausse parce qu'on a là aussi vécu avec des niveaux de prélèvement obligatoire moins élevés et des niveaux de dépenses moins élevés.
Je me souviens là aussi de François Hollande quand il était président de la République, rappelant qu'à l'époque où François Mitterrand avait été élu et que François Mitterrand avait en 83 annoncé qu'il fallait baisser les prélèvements obligatoires, Hmm. il avait dit, et à l'époque la dépense publique était à 5 points en dessous de ce qu'elle est maintenant. Et il a dit, est-ce qu'on vivait moins bien est-ce qu'on vit mieux avec plus de dépenses publiques qu'à l'époque? La réponse tombait tout de suite. Ça, Oui, c'est on toujours va la mieux même avec remarque. énormément de dépenses publiques. Alors ça, c'est la même remarque que Emmanuel Macron. Est-ce qu'on vivait mieux au moment de l'impôt sur la fortune, de l'ISF? Exactement. Oui, mais c'est botté un peu en touche parce que quand on calcule précisément et qu'on regarde qu'on supprime tel lit à l'hôpital, bah oui, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Enfin, je veux Non, non, dire, parce que, c'est un peu écoutez, facile de d'abord, dire ça de je vous manière prends un générale. exemple simple. Vous regardez les dépenses de santé par habitant. La France est un des pays où elles sont les plus élevées. Oui. On a 30% de dépenses de santé par habitant de plus que la Corée. Or, dans la Hmm. pandémie qui vient de s'achever, enfin qui est en cours, j'espère qu'elle vient de s'achever et qu'elle est en train de s'achever avec la vaccination, Hmm. quand même, la Corée a eu des résultats sanitaires et humains nettement supérieurs à ceux de la France. Vous savez Ça bien que prouve tous les pays qu'on utilise mal asiatiques. l'argent. Ça Non, prouve que attendez, la façon ça ne d'utiliser prouve l'argent pas. pour apporter à la population cette sécurité qui Hmm. est d'une bonne santé, cette façon actuelle n'est pas la bonne. Votre démonstration me paraît fausse parce que vous oubliez le facteur que la plupart des pays autour de la Chine ont beaucoup mieux géré la pandémie que les pays européens ou américains, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus habitués aux alertes sanitaires de ce type, de nouveaux virus, de SRAS. Ils ont été, entre guillemets, vaccinés à ce genre de pandémie et donc ils ont beaucoup mieux contrôlé l'entrée du virus, etc., sur leur territoire. On peut Non, mais pas. c'est-à-dire qu'ils ont eu des réponses qui étaient des réponses plus appropriées, mais que le fait de dépenser de l'argent public ne nous a pas apporté une réponse qui était une réponse en conformité avec ce qu'attend la Mais population. La dépenser de l'argent population a public n'est subi. pas une Écoutez, on nous garantie, a ça c'est dit sûr. qu'on nous préservait par des confinements Hmm. et on ne nous a pas dit qu'on nous avait préservé grâce aux dépenses de santé que nous avions accomplies. Et Hmm. donc, ça veut dire que l'utilisation de l'argent n'est pas optimale. Bah non, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas toujours suffisant, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas optimal. Ben, encore une fois, il y a des pays qui dépensent moins et qui ont eu des résultats plus efficaces. Bah Vous ça dites, veut ah oui, dire mais ils ne qu'ils sont pas sont. comme nous, ils sont aux côtés de la Chine. Ça veut dire qu'il y a d'autres solutions que de dépenser de l'argent public pour répondre aux attentes de la population. Bah, c'est un peu trop général comme réponse. Ça veut simplement dire Non, qu'ils. non, c'est pas du tout général. Écoutez, Non, là ça, aussi, ça veut vous juste dire regardez qu'ils la sont mieux dépense, par exemple, préparés. sur le terme scolaire. Ils sont mieux Vous préparés à regardez, cette pandémie-là, c'est tout, à ce oui, type oui, de mais risque vous regardez la sanitaire-là. dépense par habitant en termes scolaires. On est des Hmm. pays au monde où il y a la dépense scolaire par habitant qui est la plus élevée et on n'arrête pas de reculer dans les classements internationaux. Donc, Hmm. on voit bien que la dépense en tant que telle n'est pas une solution. Il faut avoir une analyse qui soit une analyse en termes de Mais qualité de cette on est dépense. parfaitement d'accord là-dessus, bien sûr. Mais pour moi, c'est un autre problème. Mais ce que j'ai envie de vous Ah, mais demander, non, non, c'est. c'est pas notre problème, parce que si vous augmentez la dépense et si vous considérez que toute réponse passe par une augmentation de la dépense, vous considérez que toute opération et toute difficulté passe par une augmentation des impôts. Et là, vous vous heurtez au fait que la population le refuse. La population, les révoltes actuelles sont des révoltes fiscales. Les gilets jaunes, au départ, c'est une révolte fiscale. Les bonnets rouges, c'est une révolte fiscale. Bien sûr. Mais vous, ce que vous semblez faire de manière peut-être un peu caricaturellement opposée, c'est de dire à chaque fois qu'il y aurait quelque chose de perfectible dans un service public, c'est que du coup, si le service n'est pas optimal, alors peut-être que on paye trop et que ça sert à rien de payer si cher pour un service qui serait pas optimal. Mais si on paye encore moins, ça se trouve qu'on aura un service encore moins bien. Non, 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 ça prouve que ce service doit être revu, réaménagé. Écoutez, il y a 5 400 000 agents publics dans ce pays. Hmm. Et on est le pays d'Europe où il y a le plus d'agents publics rapporté au nombre d'habitants. Est-ce que l'on vit mieux? La réponse est non. Donc ça veut dire concrètement il suffit d'aller voir ce que font les autres pays pour essayer d'améliorer cette situation. Ce n'est pas uniquement de vivre de façon utopique. On voit bien Hmm. qu'il y a une porte d'efficacité de l'argent public. L'argent public, le premier euro utilisé par l'État est assez efficacement utilisé, mais au fur et à mesure que l'État se diversifie, que l'État se mêle de tout un tas de choses, on voit bien que son efficacité se perd. Mais alors, comment justifier, par exemple, qu'aux États-Unis, où ils ont quand même privatisé pas mal de choses, peut-être plus optimisé que nous sur les caractéristiques dont vous parlez là, sur le service public, etc. Comment se fait-il qu'ils augmentent leurs impôts sur les bénéfices des entreprises de 21 à 28% au lieu de dire, ah bah non, c'est bon, on n'a pas besoin d'impôts
d'impôt sur les bénéfices. Bon, il suffit de tout privatiser et puis voilà. Comment se fait-il qu'ils en reviennent de ça? Ah ben, d'abord, aux États-Unis, ils partent d'un niveau de prélèvement obligatoire qui est largement inférieur au nôtre. Mhm. Moi, je ne suis pas pour que ce soit à zéro. Vous avez un niveau de prélèvement obligatoire optimal, normalement, dans une société, c'est-à-dire au-delà duquel ça devient confiscatoire. Et je rappelle que Keynes, par exemple, dont c'est cette année les 75 ans du décès et qui est assez souvent vécu comme étant le défenseur de la dépense publique, disait qu'au-delà de 30% de prélèvement obligatoire, on était dans une phase de confiscation. On est à 44% en France. Donc la question qui se pose, c'est 44%, entre c'est-à-dire? zéro, c'est-à-dire pas d'État, l'anarchie, la loi de la jungle, et chacun se débrouille et se défend, et puis la confiscation systématique et toute réglée par l'État, comme les démocraties populaires des années 60, il y a un seuil qui est un seuil intermédiaire. Vous parlez de Et on voit quoi, bien qu'il y a des choses que l'État peut 44%? faire et que l'État ne doit pas faire. Vous parlez En de quoi? France, il est probable, il n'y a pas qu'en France, qu'on a atteint un seuil, qui est un seuil d'ailleurs qui est insupportable pour la population, parce qu'avant 2020, en 2019, l'État était en déficit. L'État est en déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'obtient pas de sa population les impôts qui lui permettent de vivre le train de vie qu'il veut s'assigner. Mhm. Si l'État était aussi légitime, il dirait, écoutez, ça coûte tant, vous payez. Pas du tout. Il dit, ça coûte tant, mais je vois bien que vous ne voulez pas payer, alors je vais emprunter pour essayer d'en couvrir une partie. Ça prouve que l'État n'est pas en situation de légitimer les dépenses qu'il effectue. Oui, après, ça peut être aussi des investissements d'avenir, mais on sait que c'est effectivement pas vraiment ce qui a été fait dans ces années-là. Ce que j'ai... Oui, c'est les investissements d'avenir, c'est-à-dire le plan calcul des années 60, le plan machine-outil des années 80. Non. L'investissement, vous savez, l'avenir, il est préparé par des gens qui ont une vision de l'avenir. Et ce qu'a montré l'expérience historique, c'est plutôt des entrepreneurs qui ont une vision de l'avenir que des États. Alors, je vous signale quand même qu'aux États-Unis, un des problèmes qu'il y a en ce moment, si vous suivez l'affaire, c'est le recall en Californie. Vous savez ce que c'est qu'un recall? C'est quand on demande à un gouverneur de partir à des dates qui ne sont pas celles prévues par le calendrier électoral. Donc, Mhm. l'actuel gouverneur de Californie, qui est un démocrate bon teint, très écolo et tout ça, a en face de lui un recall pour deux raisons. Les gens l'accusent d'une part d'avoir confiné la population et deuxièmement de vouloir augmenter les impôts pour essayer de couvrir le déficit budgétaire des États-Unis, de Californie. Et donc, qu'est-ce qu'il a proposé pour éviter ce recall, même s'il est de plus en plus menacé? C'est qu'il a baissé de 10% les salaires des fonctionnaires de la Californie. Mhm. Bon, donc ça prouve bien que la réponse de quelqu'un qui était quelqu'un qui se définit comme étant quelqu'un progressiste, hein, c'est un démocrate qui est un démocrate historiquement progressiste, cette réponse c'est je baisse les dépenses publiques. Hmm. Mais par exemple, vous seriez pour baisser les salaires, je ne sais pas, des infirmières qui sont déjà parmi les moins bien payées dans l'Union européenne ou ce genre de choses? Non, tout de suite, on met en avant les policiers, les professeurs, les infirmières. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que chaque fois qu'il y a un rapport de la Cour des comptes, il constate que dans la plupart des collectivités locales, les 35 heures ne sont pas accomplies. Ce qu'on constate, c'est à l'hôpital, on n'arrête pas de nous dire qu'une des faiblesses de l'hôpital, ça a été la bureaucratisation, le nombre de non-soignants qui travaillent et qui sont dans les hôpitaux. Je pense qu'il y a des modalités de réorganisation et que considérer que systématiquement, à l'heure actuelle, les agents publics ne sont pas assez payés, qu'ils travaillent trop et qu'ils rendent des services absolus, ça me paraît un peu réducteur et un peu rapide, voire démagogique. Hmm. Mais est-ce que c'est pas aussi démagogique de dire l'argent public de manière générale est pas assez bien dépensé et donc là où on pourrait peut-être faire des économies de bout de chandelle, dire carrément on paye beaucoup trop d'impôts, l'impôt sur les bénéfices d'entreprise devrait être nul et les ah oui, je sais ce que je voulais vous demander. De quel impôt vous parlez à 44%? Donc 44%, c'est le taux de, donc, 44%, c'est le taux de prélèvement obligatoire dans le pays. C'est l'ensemble des impôts représente 44%. L'ensemble des prélèvements obligatoires représente 44% de la richesse créée. Donc vous parlez des cotisations sociales, c'est ça? Oui, de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Vous avez l'impôt payé par la société. C'est-à-dire que le principal impôt, c'est la TVA. Les principaux prélèvements, ce sont les cotisations sociales. La question qui se pose, par exemple, encore une fois, nous avons une sécurité sociale qui est une sécurité sociale qui est systématiquement en déficit, ce qui prouve là aussi que la population ne lui reconnaît pas. Tout le monde dit on a le meilleur système, mais si elle est en déficit, ça veut dire que la population n'est pas prête à payer ce qu'elle devrait payer pour éviter ce déficit. Et en plus, nous avons une sécurité mais c'est pas la sociale population qui n'évalue pas ses performances puisqu'elle n'est pas en concurrence. Mais c'est bizarre ce que Dans un vous certain dites. nombre de pays, la sécurité Bien. sociale est en concurrence. C'est Et ce bizarre. pas des pays qui sont des pays monstrueux, qui sont la loi de la jungle. Hein. Mais La c'est Suède, bizarre la ce que vous sécurité dites. sociale est en concurrence.
C'est bizarre ce que vous dites parce que vous dites les Français ne sont pas prêts à payer la sécurité sociale, mais on choisit pas du tout combien on donne par les cotisations sociales. Ah ben écoutez, chaque fois qu'on veut augmenter les cotisations sociales, les gens protestent. Si vous voulez équilibrer les comptes de la sécurité sociale, c'est simple, vous augmentez les cotisations sociales. Et augmenter les cotisations sociales, ça veut dire baisser le salaire. Est-ce que vous dites qu'il ne faut pas baisser le salaire des infirmières, ce que je comprends tout à fait, mais est-ce qu'il faut baisser le salaire du SMICAR pour payer la sécurité sociale? La Hmm. réponse est non. Il faut baisser quoi alors? Et donc, assez rapidement, vous vertez au fait que les gens considèrent qu'ils sont au minimum, au maximum de ce qu'ils peuvent fournir sur le plan de prélèvement sur leurs revenus. Et donc, aller au-delà n'est pas possible. Et il faudrait aller au-delà puisque les comptes sont déséquilibrés. Je mets à part la période 2020 qui est liée quand même à la situation et au confinement et au fait qu'on a empêché les gens de travailler. Hmm. Mais si je suis votre raisonnement et votre positionnement, d'après ce que j'ai l'air de comprendre de ce que vous défendez, il faudrait peut-être supprimer la sécurité sociale, non? Il faudrait, je pense qu'on pourrait la mettre en concurrence, on pourrait la privatiser. Il y a aucune, c'est des assurances. Donc, vous avez dans un État-providence, vous avez deux types de choses. Oui. Vous avez des choses qui relèvent de l'assurance et vous avez des Hmm. choses qui relèvent de la solidarité nationale, que la solidarité nationale soit assumée effectivement par quelque chose qui s'apparente à un impôt. Oui, mais la logique d'assurance, dans beaucoup de pays, la logique d'assurance, elle est réglée par des organisations privées. Donc, vous êtes contre toute forme de solidarité à l'échelle de l'État, finalement. Vous voulez tout Non, pas du tout. Je privatiser? suis pour la solidarité, mais la solidarité bien comprise. C'est-à-dire, quand vous avez une solidarité entre tous les agents qui ont une automobile au travers de leur assurance. Hmm. Très bien, c'est une forme de solidarité, mais c'est une forme de solidarité qui n'est pas Privatiser. redistributive. C'est une forme de solidarité qui correspond à la couverture par le mécanisme d'assurance des accidents de la vie. Hmm. Bon, très bien. Et puis, vous avez une solidarité, de nouveau, une réduction des inégalités, une solidarité entre les riches et les pauvres. Et celle-là, elle relève, à mon avis, effectivement de l'action publique, mais elle relève non pas par la punition des riches, mais par l'aide apportée aux pauvres. Mais à quoi ça sert de privatiser, par exemple, la sécurité sociale et donc d'en faire, j'imagine, juste des mutuelles, quoi, et de faire qu'il Oui. y ait de l'argent qui parte dans de l'actionnariat et que donc ce soit forcément plus Non, mais cher ça pour le part pas dans consommateur. l'actionnat, parce que quand elles sont en concurrence, on s'aperçoit qu'elles sont mieux gérées. Et encore une fois, l'actionnariat, l'actionnaire, ça peut être vous. Si vous avez Mais- un plan d'épargne retraite, vous êtes l'actionnaire de tout un tas d'organisations. Vous pouvez être Oui, actionnaire d'AXA, il suffit d'aller sur le marché, il suffit d'avoir un plan épargne retraite. oui, bien Alors qu'en sûr. revanche, quand vous Mais avez vous une savez caisse très bien sociale de que rente publique, ce que je comprends tout à fait, hein, vous hmm, avez une multiplication d'emplois, une multiplication d'activités qui sont des activités qui ne correspondent pas aux nécessités. À partir de ce moment-là, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'organisation. Vous avez tout un tas mais d'individus qui dans, c'est dans quand la même société que vous dans la défendez, fonction j'ai publique et dans l'impression les que systèmes publics, on a inventé l'expression de bore-out. hmm, C'est-à-dire les gens ont tellement peu de travail, tellement peu d'activités identifiables qu'ils s'ennuient. mais dans le modèle que vous défendez, j'ai l'impression que finalement, vous ne faites que renforcer les inégalités. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vous dérange. Pas du tout, au contraire, moi je veux vraiment lutter contre les inégalités. Sauf que moi, les gens qui veulent lutter contre les inégalités, j'en reviens au travail de Walter Schedel, c'est-à-dire que ils ont comme obsession d'abaisser les riches. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Kennedy. Kennedy disait, moi je suis un vrai homme proche du peuple, Hmm. les communistes veulent détruire les riches, moi je veux redresser les pauvres. Or, tous les modèles qu'on nous propose pour réduire les inégalités sont des modèles qui sont contre les riches. Et ce que montre, donc je reviens au dernier livre de Walter Schedel, qui vient de sortir chez Actes Sud, dont j'en recommande la lecture, il dit bien que quand on détruit artificiellement les inégalités en tapant sur les riches, on casse la croissance. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde est appauvri. Mais Le but, c'est pas que tout le monde soit appauvri, c'est que la société soit la plus riche possible et que dans une société riche, les gens qui sont les moins favorisés puissent s'en sortir du mieux possible. C'est-à-dire qu'il y ait de la mobilité sociale, qu'on puisse avoir une vie décente. Et ça passe pas par l'impôt sur les riches, ça passe par des services publics qui fonctionnent, ça passe par l'efficacité de l'État, ça passe par une action d'accord. véritablement en Ben, faveur des plus pauvres. alors, prenons un cas particulier pour que j'arrive à bien comprendre ce que vous dites. Par exemple, une femme caissière, Oui, mère de deux enfants, oui. célibataire. Donc, d'après vous, elle travaille au revenu minimum. Peut-être vous voulez supprimer le revenu minimum? Au contraire, je suis pour un revenu minimum, mais le revenu minimum, D'accord. encore une fois, on l'obtient en créant de la richesse et pas en empêchant les riches de créer, d'investir D'accord. et de créer des D'accord. Donc, entreprises. elle travaille au revenu minimum et finalement, elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment l'argent d'avoir une très grosse mutuelle. D'accord? Mais à l'heure actuelle,
Écoutez, à l'heure actuelle, on ne lui pose pas la question, on lui prend une partie de son revenu pour le mettre à la Oui, sécurité sociale. oui, Moi, ce que d'accord. je dis, c'est ce qu'on vous prend là pour vous mettre à la sécurité sociale, je vous le rends. Oui, mais ça pourrait permettre de baisser encore les revenus de faire ça aussi. Non, 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 je vous le rends. Je vous le rends. D'accord. Non, mais pas, parce que vous croyez que Donc on les augmente le. entreprises aussi, elles ont besoin de salariés, elles ont besoin de gens, et donc les entreprises, elles paient les gens Donc on sur la base augmente le effectivement SMIC, ça veut dire. leur contribution à la création de richesse. Les entreprises, en fait, les chefs d'entreprise, je sais bien, la plupart sont des sadiques, mais ils sont quand même contraints à un certain Mais nombre de non. réalités. Mais Et donc donc vous, les réalités, c'est qu'il faut payer les gens pour qu'ils travaillent. donc vous C'est pour ça que le seriez salaire pour, est suffisant. Si vous vous payez pas les seriez gens, ils ne pour, travaillent pas. vous seriez par Donc, exemple. vous payez les gens Attendez, pour qu'ils attendez. travaillent. Et là, à l'heure actuelle, une partie de son salaire est captée par le système de sécurité sociale sans qu'on lui demande son avis. D'accord. Moi, je lui Mais donc dis, et ça, je vous le rends. vous Et vous seriez avez pour. le choix de choisir la mutuelle, la compagnie d'assurance qui va être la plus efficace. Mais ça, il y a beaucoup de pays où ça fonctionne comme ça. Donc vous seriez pour augmenter le SMIC du coup. Non, mais je ne suis pas pour augmenter le SMIC. Je suis Bah pour dire si. aux gens, je vous donne le SMIC, c'est-à-dire, alors à l'heure actuelle, il est exonéré de charges patronales, de charges salariales, mais je vous donne le SMIC et je vous donne effectivement l'équivalent des charges sociales qui correspondent à l'organisation de la Donc ça sécurité reviendrait à sociale. augmenter le C'est pour SMIC en choisir votre supprimant organisme de les. sécurité sociale. Ça reviendrait à augmenter le SMIC en supprimant les cotisations, on est d'accord. Absolument. Mais simplement, vous êtes obligé de choisir, de même que vous êtes obligé de choisir une assurance auto, vous êtes obligé de choisir un organisme de sécurité sociale, d'assurance sociale. Mais vous êtes libre, vous avez le choix. D'accord. Et une personne qui est au chômage alors, comment elle fait? Bah, une personne qui est au chômage, comme je pense qu'il faut qu'il y ait un revenu minimum, cette personne qui est au chômage, dans ses allocations chômage, elle perçoit. Alors, je pense que tout le monde doit percevoir un minimum de revenus, dans lequel vous avez effectivement l'obligation de vous prendre une assurance santé. Ouais. Parce que sinon, on se retrouve avec des personnes voilà, qui n'ont plus rien, qui peuvent plus se faire soigner comme aux États-Unis où Absolument, absolument. Mais encore une ça fois, coûte un bras. l'obligation que vous avez de vous assurer, et c'est une obligation. Sur l'automobile, c'est comme ça que ça fonctionne. On vous oblige à vous assurer, mais on ne vous dit pas, vous allez vous assurer à Assurance Automobile de France avec une cotisation qui est prélevée de façon systématique. Et la Vous vous privatisation, assurez, voilà. la privatisation de la santé aux États-Unis, ça vous paraît une bonne chose, le fait que les coûts soient toujours plus importants dans les hôpitaux, qu'il y ait des gens qui se fassent soigner par le coronavirus et en sortant, ils doivent Alors, c'est des toujours dizaines de milliers de le dollars? schéma qu'on met en avant. Simplement, vous regardez ce que dit bien, les critiques qui avaient été faites, notamment à l'époque d'Obama, c'est que vous apercevez que vous avez un problème qui est un problème de constitution d'oligopole, c'est-à-dire d'endroit où le véritable enjeu pour réguler, pour éviter ces dividendes scandaleux que vous dénoncez, c'est que les entreprises sont en situation de concurrence. C'est-à-dire qu'elles sont obligées, effectivement, de tenir compte du consommateur à la fois sous forme de prix, sous forme de qualité. Le gros problème qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'il y a des États où il y a des monopoles. Donc, il faut casser ces monopoles. Mais si tu as des monopoles privés, un monopole public, c'est pas la Attendez, je vous entends plus là. c'est la concurrence. Ah, je vous entends mieux. Vous avez dû mettre le doigt sur votre Ah oui, peut-être. micro. Voilà. Et c'est bon là? Ouais, je vous entends de nouveau. Mais vous savez, juste une remarque. Hein. Oui. Tous les gens qui sont pour l'hôpital public, moi, ce qui m'a frappé, c'est tous les dirigeants qui parlent de l'hôpital public avec émotion. Quand vous demandez où ils vont se faire soigner, ils vont à l'hôpital américain de Neuilly. Et donc, bah, pas tous, hein, parce que ça ferait des. pas tous, non, pas tous les citoyens, tout le monde ne peut pas y aller, mais prenez nos dirigeants politiques, et notamment les dirigeants des partis de gauche qui sont pour l'hôpital public et tout ça, demandez-leur où ils se font soigner. Ça m'étonnerait qu'ils aillent tous. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital américain de Neuilly, il y a des services que l'hôpital public ne rend plus. Comme quoi? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle ils y vont. Ouais, mais vous savez pas. Ça a l'air flou quand même. Non, je ne sais pas. Non, non. Oh, mais ce que je sais, c'est qu'en général, ils sont pris en charge dans des conditions d'environnement, d'accès aux soins, qui sont des conditions à la fois plus rapides, moins bureaucratiques. En tout cas, l'hôpital américain de Neuilly, il est là, il fonctionne, et il ne fonctionne pas sur la majorité de la population. Il fonctionne sur un certain nombre de gens très précis. Et donc, c'est très cher. C'est très cher. D'accord. Ok, bon, on va revenir quand même au sujet de base qui est cette concurrence. On va essayer de voir si on en a fait le tour. Donc, si je comprends bien votre position, c'est donc il y a cette mise en concurrence, etc. Mais là où j'ai pas bien compris votre position et ce qui serait intéressant que vous précisiez, c'est finalement, vous avez dit LVMH, ce serait pas une bonne idée. Ils vendent leurs sacs en Chine. Pourquoi est-ce qu'ils paieraient leurs impôts là-bas? Je sais pas, moi, ça me paraîtrait pas forcément illogique en fait, c'est que l'impôt sur les sociétés soit payé à l'endroit où. Et moi, ce que je trouverais, Oui, en tout non, cas, mais en tout cas, ça, que vous vouliez,
faire ça, mais ça a comme conséquence de pénaliser les pays exportateurs. Et donc, je veux dire, sur le plan final, je pense que l'Union européenne ne peut pas défendre ce point de vue parce que l'Union européenne, c'est la zone au monde qui fait le plus d'exportation. Oui, mais si on Maintenant elle exporte se aussi sacrifier énormément. pour faire plaisir à M. Biden, je vous dis pourquoi pas. Elle importe aussi énormément. L'intérêt objectif d'une zone exportatrice, ce n'est pas que les impôts soient payés à l'endroit où a lieu la vente. Mais de manière générale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait de bon augure que tout simplement on se mette d'accord sur une harmonisation fiscale dans tous les pays les plus riches? Que ce soit un salaire minimum, que ce soit l'imposition. L'harmonisation fiscale, il y a des pays qui vous disent, mais écoutez, nous, on n'a pas besoin de tous ces impôts. Vous réclamez tous ces impôts pour payer des services publics qui sont inefficaces. Mais alors, on pourrait se mettre d'accord sur un juste milieu, non? Il y a l'Irlande, ah oui, mais l'Irlande dit, écoutez, nous, on équilibre nos comptes publics. Pourquoi voulez-vous qu'on augmente nos impôts? On ne va pas demander à la population de payer davantage alors qu'on équilibre nos comptes publics. Mais alors, par exemple, sur l'Irlande, vous dites si jamais on augmente les impôts sur les sociétés, ça va se répercuter sur le consommateur. Il y a un contre-exemple qui me vient tout de suite. Facebook ou YouTube, ce sont des services gratuits. Les consommateurs ne payent pas. Donc, ça ne va pas se répercuter sur eux si jamais on les impose. Ah, mais ils ont une source de revenus. Quelque part, ils facturent à quelqu'un parce que sinon, ils ne font pas de bénéfices. C'est la publicité. Et donc, la personne à qui ils facturent, à la fin des faits, elle facture elle-même à un consommateur. C'est la publicité. La publicité. Et la publicité, la personne qui fait la publicité, elle la facture. Vous savez, quand on fait de la publicité pour Danone, vous la retrouvez dans le prix du yaourt. Hein. Oui, bien sûr, sauf que Facebook et YouTube, on ne le paye pas. C'est ça que je vous dis. Non, mais Danone paie de la publicité à YouTube, à Facebook, et ensuite, cette publicité, il va la répercuter au consommateur. C'est toujours à la fin des fins le consommateur qui paie. Et si Facebook fait des bénéfices, c'est parce que Danone lui a apporté de l'argent, et cet argent qui a été apporté par Danone, je prends Danone comme exemple, hein, c'est l'acheteur, le mangeur de yaourt qui l'a payé. Moi, je veux bien que ce soit le consommateur qui paye, mais ce que je trouve bizarre, c'est que du coup, il y a des revenus français qui sont faits en France, payés justement par le consommateur français, qui profitent pour construire des routes ou des ponts en Irlande. C'est pas bizarre, ça? Ah, mais ça, c'est bizarre, je suis bien d'accord avec vous. Merci de le reconnaître. Qui sont effectivement faits dans un certain nombre de pays et qui vont permettre à d'autres pays de pas payer. C'est pour ça que je pense qu'on a intérêt à avoir une fiscalité qui soit la plus proche possible des choses et donc qui ne passe pas par l'intermédiaire des entreprises, mais qui passe véritablement par le consommateur en tant que tel. Je pense qu'on est dans une situation où la bonne et la vraie fiscalité, j'en reviens à ce que je disais avec Musgrave, Musgrave expliquait bien que le rôle de la fiscalité doit être essentiellement deux choses. La première, c'est de corriger les externalités, c'est-à-dire une fiscalité environnementale, et je crois qu'il faut avoir une vraie fiscalité verte. Et la deuxième, c'est effectivement d'alléger la charge des entreprises, de soutenir indirectement les entreprises quand on est en situation de ralentissement économique. Donc, on revient un peu à ce que vous disiez. Après ça, c'est pour... Il faut avoir un impôt sur les sociétés, mais ça, c'est à chaque État de le déterminer en fonction des ampleurs, des évolutions cycliques de l'économie. C'est-à-dire que quand vous avez des économies qui plongent brutalement de façon tout à fait spectaculaire à certains moments, eh bien, il faut avoir une fiscalité sur les entreprises qui corrige ça très vite. Quand vous avez des économies, au contraire, qui ont un taux de croissance assez régulier, il n'y a pas besoin de corriger ça. Mais le véritable enjeu de la fiscalité indépendante du financement de l'État, c'est effectivement d'être de plus en plus une fiscalité écologique. Et ça passe de plus en plus par le comportement des citoyens. Oui, on va pas faire de greenwashing maintenant, on va rester sur notre sujet. Non, mais c'est un sujet important parce que la fiscalité, c'est pas uniquement, encore une fois, de punir. La fiscalité, c'est de répondre à des problèmes concrets. Et les problèmes concrets de la population, c'est financer des services publics efficaces, et deux, orienter des comportements par rapport à la réalité des problèmes qui se posent. Or, à l'heure actuelle, sans greenwashing, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le problème majeur auquel nous sommes confrontés, c'est quand même un problème d'écologie. Bien sûr, mais on va rester sur notre sujet. Il y a un point que vous avez soulevé qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous semblez donner l'avantage finalement à ce que ça m'a paru un peu contradictoire parce qu'au départ, vous avez dit oui, il serait intéressant d'harmoniser les impôts partout pour qu'on n'ait plus ça. Et puis après, vous avez dit, bon, c'est quand même intéressant quand on a un pays qui va mal, qui puisse baisser ses impôts sur les sociétés pour réagir.
Et alors, Non, non, j'ai dit, il y a certains types d'impôts, effectivement, si vous voulez les harmoniser, la bonne harmonisation, c'est de les supprimer. Puis ensuite, vous avez des impôts qui sont des impôts qu'on appelle contracycliques, oui. qui sont les seuls impôts qu'il faut conserver sur les entreprises, qui sont des impôts, effectivement, qui sont des impôts qui permettent de lisser le cycle par rapport aux entreprises. Bon. Et donc, cet impôt contracyclique, c'est des impôts, mais vraiment des impôts qui sont des impôts sur les bénéfices des entreprises, indépendamment de toute forme de niche. C'est-à-dire que c'est véritablement un impôt qui représente un pourcentage. Alors, on peut faire des calculs. C'est pour ça que l'Irlande a gardé 12,5%. On s'aperçoit que dans la plupart des économies, à 12,5%, vous avez cet effet de stabilisateur automatique. Ça Hmm. consiste en quoi? Ça consiste à ce fait que quand la situation des entreprises, quand la situation conjoncturelle est mauvaise, Hmm. elles ont moins à payer d'impôts. Donc, il faut que l'impôt soit autour de 12,5% et qu'il soit par prélèvement à la source, c'est-à-dire qu'il soit immédiatement perçu, qu'il soit perçu sur la réalité concrète et contemporaine de l'entreprise. Et puis au D'accord. contraire, quand l'entreprise est en situation relativement favorable à ce moment-là, pour éviter que les pertes fiscales de la période difficile ne se traduisent en dette publique, mais on demande à l'entreprise, en quelque sorte, de payer plus d'impôts. Grosso modo, l'idée, c'est d'avoir une sorte de lissage dans le temps des prélèvements qui sont opérés sur les entreprises. Maintenant, pourquoi agir ainsi? Parce que c'est les entreprises qui sont au centre du cycle économique. Donc, Hmm. on a un impôt qui est cyclique et cet impôt cyclique, on le met sur l'outil économique qui est cyclique. Mais autrement, l'impôt, encore une fois, il est payé in fine par le consommateur. Oui, mais alors là, encore une fois, je suis pas sûr de vous suivre parce que d'un côté, vous dites que l'impôt idéal, c'est un impôt qui n'est payé que par le consommateur et qui est clair. Par exemple, tout le monde a 30% et rien de plus sur tous les revenus. Une sorte de flat tax finalement, qui serait comme l'impôt qu'a mis actuellement Macron sur l'impôt sur le capital, mais la même chose sur les revenus et plus rien du tout sur les entreprises. Et en même temps, vous Je dis sur dites, les entreprises, la seule légitimité à l'impôt, oui, ce serait c'est un impôt contracyclique. mais ça veut dire quoi Dans contracyclique? les économies qui sont cycliques, mais toutes les économies ne sont pas cycliques. L'impôt en tant que tel doit répondre effectivement à un Des objectif de mauvaises passes. financement des services publics et doit D'accord, répondre à un objectif, je dirais, de favoriser la croissance, d'éviter de pénaliser la croissance. d'accord. Et donc, quand la croissance, elle est portée par les entreprises, et donc un des enjeux de la croissance portée par les entreprises, c'est son caractère cyclique dans un Mais certain nombre d'économies. moi, je veux bien, Donc, mais la seule quand on... légitimité d'un impôt, c'est qu'il soit contracyclique. D'accord. Mais alors, quand on baisse l'impôt sur les entreprises, ça favorise la croissance. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, oui. Ce que je dis simplement, ce qu'il faut garder comme Et impôt, c'est par quel qu'il faut qu'il mécanisme? soit contracyclique. Oui, C'est-à-dire que les entreprises, dans une période, elles vont beaucoup investir, et puis ensuite, il y aura une période où elles vont moins investir, où la croissance va ralentir. À ce moment-là, il faut leur donner la possibilité de reconstituer leur capacité d'investissement futur. d'accord. Si, encore une fois, dans des économies qui sont cycliques. Après, Mais après, d'autres ne le si, sont pas. après, Il si se trouve que jamais, les économies matures ont plutôt tendance en ce moment à être cycliques. bah, Donc, le après, seul impôt qu'il faut conserver sur les entreprises, ce serait un impôt donc sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices, mais qui est sans niche, sans dire, voilà, c'est ce que je revenais quand Madame Yellen parle de 21 à 28%. En réalité, il y a hmm, énormément de niches. C'est pareil en France d'ailleurs. L'impôt sur les sociétés a énormément de niches. Non, non. L'impôt sur les sociétés, ça doit être un moyen de lisser le cycle pour les entreprises, leur donner de la trésorerie à un moment donné et la leur reprendre par ailleurs. C'est un impôt qui n'a de sens que s'il est une sorte de mécanisme de prêt. On leur prête des moyens pendant la période difficile et donc d'une certaine façon, on le récupère dans la période favorable. mais d'accord, mais si l'impôt il est bien ajusté, les entreprises elles peuvent aussi se refaire un petit peu la fraise quand les temps vont bien pour payer après. On n'est pas obligé de s'adapter tout le temps à la conjecture économique parce qu'en plus, Ah si, si, si. mais Pour moi, il peut y avoir des secteurs. le rôle de la politique économique, c'est de favoriser la croissance économique. Et dans le fait de favoriser la croissance économique, le rôle le plus précis de l'État, et encore une fois, c'est ce qu'on appelle les trois principes de Milgram, c'est de lisser le Hmm. cycle économique. Mais alors, enfin, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que par exemple, on peut avoir certains secteurs qui se portent très bien et d'autres qui se portent beaucoup moins bien. Ah non, mais dans un cycle économique, tout le monde trinque. Et puis ensuite, vous avez des secteurs qui se portent bien et d'autres moins bien.
Et donc, vous avez On ce le qu'on voit appelle bien des en ce vertictions moment. créatrices. C'est-à-dire, vous avez des secteurs qui ont vocation à disparaître, et puis vous avez des secteurs qui sont en pleine expansion. Bon. Mais ces secteurs-là, quelle que soit leur situation par rapport à la destruction créatrice, ils subissent le cycle. Donc, il y a un certain nombre de secteurs qui ne se portent pas très bien parce qu'ils sont en voie de disparition, puis le cycle accélère leur disparition. Et Hmm. puis, vous avez d'autres secteurs qui se portent plutôt bien parce qu'ils sont en voie d'expansion, et la phase expansionniste du cycle favorise leur expansion. Mais le véritable jeu que doit jouer la politique économique, que doit jouer l'État, c'est de répondre au cycle. Mais Après, les alors, secteurs, ça, c'est le marché qui tranche, ceux qui vont mais bien et ceux alors, qui vont pas bien. Il y a par un moment où exemple, il y a des secteurs qui vont pas bien parce que, j'en reviens au consommateur, le consommateur a plus envie d'acheter leurs produits. oui, d'accord, mais alors par exemple, aujourd'hui, avec la pandémie, on voit bien qu'il y a des secteurs du numérique qui s'envolent et de l'autre côté, des secteurs de la vente au détail, notamment, ou de la location, comme on pourrait citer Unibail ou ce genre de choses, des secteurs donc de la vente, on va dire, présentielle qui s'écroulent complètement. Et alors, on fait quoi? On diminue Ah l'impôt non, sur mais les... là, on est dans une situation exceptionnelle. C'est comme un cas de guerre. C'est-à-dire, on est dans une situation avec un choc exogène. On peut pas. Bon, Ah, simplement, ce bah qu'il faut bien voilà, bah, voir, ça c'est arrive, que ça arrive. dans ce qui se passe en ce moment, donc, vous avez une décision qui est une décision arbitraire prise par l'État. Vous fermez les commerces. Hmm. Bon, je ne conteste pas la légitimité politique et la légitimité sanitaire de la décision. Je dis c'est une décision qui, sur le plan économique, est arbitraire. Vous demandez à un restaurateur, il a pas fermé pour des raisons économiques. Il a fermé Hmm. parce qu'on lui dit il ne faut pas recevoir les gens. Mais bon, donc à partir de ce moment-là, la réaction qui doit être apportée par les pouvoirs publics est différente. Mais en vitesse de croisière, si vous voulez, vous parlez du développement de l'e-commerce, il ne faut pas se faire d'illusions. L'e-commerce va se développer parce qu'il y a une réponse technologique au commerce et que cette réponse technologique, elle est adoubée par la population. Oui, bien sûr. Mais de ce que je veux dire, c'est que dans toutes les crises, il y a des gagnants et des perdants. Et donc, je Non, vois mais pas vous avez pourquoi crise et abaisser crise. les taxes Vous pour avez tout le des monde. crises que j'appelle les cycles. Bon. Et puis là, vous avez une situation exceptionnelle que nous vivons, qui n'est pas la situation, je dirais, c'est pas 2008-2009, c'est pas 1993, c'est pas 1975, c'est pas ce qu'on a vécu. C'est plus, encore une fois, 1940 ou 1870. Vous avez une guerre. Alors, une guerre, enfin, un événement qui est exogène. Vous ne pouvez pas définir l'attitude et le comportement de la politique économique, de la fiscalité, de la réaction de l'État sur la base uniquement de cette année-là. C'est exceptionnel, il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises, Hmm. très bien. Mais il faut voir que en 2008-2009, vous aviez eu une récession, vous avez un certain nombre de gens qui ont disparu. Là aussi, je reviens aux États-Unis. Je prends assez souvent l'exemple de Clinton pendant les primaires de 1992. Il était allé voir des ouvriers sidérurgistes qui disaient, écoutez, voilà, on va fermer notre usine. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter la fermeture de notre entreprise sidérurgique? Et il avait répondu, écoutez, mais rien. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre entreprise sidérurgique, c'est vous en tant qu'Américain. Donc, ce que je vais faire en sorte, c'est qu'il y ait une croissance économique qui vous apporte les emplois de demain. Donc, je vous Oui. apporterai les emplois de demain, mais ce ne sera pas la sidérurgie. Hmm. Et donc, ça, c'est une attitude qui est l'attitude normale en situation D'accord. Mais alors, d'économie en j'aimerais, vitesse de croisière. j'aimerais qu'on parle justement de ça. J'aimerais qu'on parle de cette attitude qui consiste à penser que systématiquement, pour stimuler la croissance, donc déjà viser la croissance, ça on pourra en reparler après, mais l'idée que pour stimuler la croissance, il faut baisser les impôts forcément sur les entreprises. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera forcément le cas? Par quel mécanisme? Et est-ce que c'est pas toujours au détriment des autres pays qui, du coup, se retrouvent à avoir des impôts sur les entreprises plus élevés? Ah, mais ça, c'est leur problème. Mais quand vous baissez les impôts d'une façon générale, quand vous baissez les impôts enfin, là aussi, c'est humain. Hein. Si quand vous créez 100 de richesses, on vous en prend 50, bon, vous réfléchissez. Mais si quand vous créez 100 de richesses, on vous en prend 20, mais vous vous dites, ah, ça vaut davantage le coup. Non, mais là, on parle même plus d'évasion fiscale, on parle de croissance, c'est-à-dire que vous Oui, oui, avantagez j'entends les bien. Mais entreprises. quand vous allez faire un calcul pour faire un investissement, vous allez vérifier ce qui vous reste une fois que tout est payé. Et Hmm. donc, l'investissement, il est rentable si ce qu'il rapporte est supérieur à ce qu'il coûte. Si le coût fiscal est très élevé, eh bien, il arrive un moment où l'investissement n'a plus de raison d'être.
Bien sûr. Et donc, en fait, vous faites ça pour attirer les investissements sur le marché comparatif international, on va dire. Non, non, je ne me mets pas en situation de concurrence avec qui que ce soit. Je me mets dans le comportement humain, indépendamment de toute situation de concurrence entre les différents pays. Je prends un entrepreneur qui est un entrepreneur de base, de référence. Il fait son calcul et il se dit, parce qu'il va fournir un effort. L'entrepreneur, il va prendre un risque, il va fournir un effort. Si à l'issue de cet effort, tout lui est pris, mais il arrête. Mais non, mais là, on ne parle pas de ça. On parle de baisser donc l'impôt sur les sociétés pour stimuler la croissance. Et par quel Oui, mécanisme, mais par si quelle je baisse magie? l'impôt sur les sociétés pour stimuler la croissance, en baissant l'impôt sur les sociétés, j'augmente l'investissement. Automatiquement, dans mon pays. Absolument. Au détriment de qui? Mais au détriment de personne, justement. La force de la croissance, c'est que la croissance, c'est la capacité à mobiliser davantage de travail et à mobiliser du travail qui est beaucoup plus efficace. L'avantage de l'investissement, c'est que vous avez, grâce à l'investissement, le travail est rendu plus efficace parce que vous incorporez du progrès technique et tout ça. Et donc, vous avez de la croissance. La croissance, elle ne se construit pas au détriment de quelqu'un, c'est un plus. Mais je ne vois pas pourquoi baisser l'impôt sur les sociétés va faire que tout à coup, plein de gens vont se dire, ah, j'ai une idée d'entreprise géniale qui va gagner plein Ah, d'argent. mais ça ne va pas dire à tout un tas de gens, ça ne va pas augmenter le nombre d'entrepreneurs, mais parmi les entrepreneurs, ça va modifier leur comportement. C'est-à-dire que l'entrepreneur tel qu'il est va investir si la fiscalité est confiscatoire 100, si la fiscalité n'est pas confiscatoire 200. D'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Et donc finalement, ce n'est même pas par un mécanisme de rééquilibrage international pour être Ah, plus pas du tout, pas compétitif et du tout. avantageux La par rapport aux fiscalité, autres. si vous voulez, c'est C'est l'histoire par rapport aux de citoyens l'impôt, de même. l'affaire de taux d'impôt tue l'impôt, de l'impôt confiscatoire et de tout ça. Mais là aussi, après une fois, c'est assez curieux parce que dans les années 80, Mitterrand disait ça. Hein. Mhm. Bah, Je prends Mitterrand parce que, mais vous prenez le manifeste qu'il Blair Schroeder le qui était dise ou signé à la pas, fin moi, des ça années m'est égal, 90, hein. il y a ça exactement aussi. Hein. Oui, mais qu'il y ait des gens qui le disent ou pas, moi, ça m'est égal. J'essaie simplement de Oui, oui, comprendre j'entends bien, votre mais ce que je veux position. dire par là, c'est que les gens qui le disent, on a une vision qui consiste à dire que il y a les égoïstes, défenseurs du marché, ultralibéraux et tout ça. Je ne dis pas Mhm. du tout. Les gens qui tiennent ce discours sont sur des horizons politiques très divers. D'accord. Bah, j'aimerais vous poser une question peut-être pour finir, parce on va s'approcher de la fin, vous commencez, vous commencez Hmm. peut-être à fatiguer. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'étude de la NASA qui a été faite sur la fin des civilisations dans le monde, qui dit Hmm. que les deux causes principales de fin des civilisations, c'est le manque, enfin l'épuisement des ressources naturelles et Hmm. ou du milieu et ou les trop fortes inégalités qui créent des troubles. Vous, vous dites les inégalités ne sont pas un problème, mais est-ce que dans notre Oui, monde oui. Alors, aujourd'hui... non, mais Attendez, écoutez, laissez-moi encore une finir, fois, je laissez-moi finir, renvoie laissez-moi finir, laissez-moi finir, à ce que dit laissez-moi finir. Père Chédel. Hein. Il dit ce qui est un problème, c'est les gens qui, à un moment donné, veulent réduire les inégalités. Et ils ne veulent pas réduire les inégalités sur la base d'un creusement de ces inégalités. Il y a des moments où il y a des gens qui décident de réduire les inégalités. Et ce qui a réduit les inégalités de façon forte, ce sont les guerres, donc des événements qui sont extérieurs à la volonté de réduire les inégalités. Et c'est ce que dit d'ailleurs Thomas Piketty. Hein. Thomas Piketty dit bien qu'au XXe siècle, les inégalités ont été réduites du fait des guerres qui ont provoqué de l'inflation et de la destruction du capital physique. Il y avait un certain nombre de gens qui avaient des patrimoines qui ont été détruits par les guerres. Ou encore des volontés de pays et d'organisations politiques qui ont décidé de réduire les inégalités, mais de façon, là aussi, sur la base, non pas d'une attente de la population, mais sur la base d'une référence idéologique assez forte. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, et ce qu'on constate, c'est que, mais c'est là aussi, c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets, c'est-à-dire que quand vous avez de la croissance économique, dans un premier temps, ça creuse les inégalités, et puis dans un deuxième temps, tout le monde bénéficie de la croissance économique. Donc, dans un premier temps, vous pouvez avoir des tensions sociales, et puis dans un deuxième temps, comme tout le monde bénéficie de la croissance, eh bien, la tension sociale s'épuise. Mais pourquoi tout le Et monde donc, Pourquoi tout le monde explicite bien ça. Au début, vous avez un creusement des inégalités dans la croissance économique, et puis ensuite, une fois que les technologies se diffusent, une fois qu'on installe de la concurrence entre les entreprises, une fois que effectivement une sorte de vitesse de croisière de la croissance s'installe, à ce moment-là, eh bien, les inégalités se réduisent. Et les politiques de volonté de réduction des inégalités sont extérieures à cet état. C'est-à-dire ces politiques-là sont
liés à des mécanismes de volontarisme politique liés à des facteurs, encore une fois, la guerre ou des choses comme ça. La Donc, deuxième ce que vous chose, dites, donc, ce que vous dites, c'est que finalement, l'épuisement des ressources naturelles, ça, c'est très difficile à mesurer parce que, en toujours est-il que, à l'heure actuelle, on peut considérer que c'est pas l'épuisement en tant que tel, c'est plutôt le réchauffement climatique qui est un enjeu. Et donc là, il faut mener une action, c'est clair, mais cette action, elle passe par la fiscalité, c'est clair aussi, et c'est les taxes carbone. Il y a beaucoup d'économistes qui ont théorisé ça, et il s'agit de les mettre en place, mais elles ne seront légitimes que si elles se substituent à d'autres impôts. C'est ce qu'on a vu avec l'affaire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au départ, c'était une révolte contre la hausse du prix du carbone sous forme d'essence. hmm. Mais par exemple, sur votre défense de la croissance, est-ce que ça va pas contre ce besoin le fait qu'on consomme actuellement plusieurs fois la planète chaque année, les ressources qu'elle peut nous donner naturellement, et que donc petit à petit on épuise le truc. euh, Oui, enfin, écoutez, Est-ce que la depuis le temps croissance qu'on n'est le pas un dit, problème? Malthus nous expliquait au début du 19e siècle que si on atteignait 1 milliard d'hommes, il n'y aurait pas assez de terre pour les nourrir. On est 7 milliards et je peux vous dire qu'on mange beaucoup mieux qu'on ne mangeait à l'époque de Malthus. Donc il y a une partie quand même de la solution qui est dans l'inventivité humaine, dans la créativité humaine. Et donc c'est sûr que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme on dit, et donc la population mondiale sous forme d'hommes ne pourra pas aller à l'infini. Et donc, la planète, elle ne peut pas supporter une infinité d'hommes. Mais ce qu'on constate, c'est que le nombre d'hommes va bientôt assez vite plafonner. Et donc, je pense que des enjeux qui sont vécus à l'heure actuelle sur des rythmes de croissance de la population, de la consommation, vont assez vite être résolus par le fait que la population humaine baisse. Il y a des pays qui sont en train de subir des contractions de population assez spectaculaires. Hein. Hmm. Mais donc finalement, vous seriez pour une décroissance, mais qui va se faire naturellement par la réduction de la Je population? ne suis pas pour une décroissance. Je considère que la croissance va changer de nature. Autrefois, bon, on met en avant les énergies carbonées. Effectivement, le 19e siècle, c'était le siècle du charbon. Mais là, si on est en train, alors je ne suis pas spécialiste de tout ça, hein, mais on nous parle quand même de la montée en puissance de l'hydrogène. Donc vous avez une forme, une modification Hmm. du rapport à l'organisation de la création de richesse qui est permanente. C'est les premiers économistes du XVIIIe siècle, qu'on appelait les physiocrates, disaient que le véritable enjeu de l'humanité, c'était d'utiliser l'énergie du soleil. Ils disaient, on ne sait pas très bien utiliser l'énergie du soleil. On l'utilise soit sous forme du soleil de demain, c'est l'agriculture, c'est-à-dire on plante et puis on attend que le soleil fasse monter, enfin la nature, donc le soleil, l'énergie solaire, transforme un grain de blé en un épi. Très Hmm. bien. Et puis on utilise le soleil d'hier, c'est le charbon, c'est-à-dire c'est la nature d'autrefois. Et il disait, le véritable enjeu, c'est d'avoir le soleil d'aujourd'hui. Hmm. Et au XVIIIe siècle, ils disaient, bon, on aura le soleil d'aujourd'hui d'ici une cinquantaine d'années. On n'a toujours pas le soleil d'aujourd'hui, mais je pense qu'on cherche à l'avoir et qu'on finira par avoir le soleil d'aujourd'hui. Oui, donc vous pensez que c'est par l'innovation et non la décroissance qu'on Absolument. aura C'est par transition. l'innovation, la confiance en la science. Écoutez, l'innovation, la science par rapport à la nature, ça a quand même été spectaculaire dans cette pandémie. Hein. En un an, il y a des gens qui ont trouvé des vaccins pour faire face au nouveau virus. Hmm. Ok. Bah, je crois, Et c'est à eux qu'il faut faire espérons confiance. que ça suffira, mais espérons. Euh, Comment? Espérons que ça suffira, cette innovation, et Ah mais écoutez, ça a l'air pour l'instant, hein, je peux pas, je suis pas devin, je sais pas, mais apparemment ça a l'air de marcher hein, pour l'instant, pour la pandémie et pour la nature d'une façon générale, je pense que ça marchera. bah, on peut croiser les doigts, mais on verra bien. Euh, Oui, 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 il faut croiser les doigts. Sur la première chose, donc sur les inégalités, moi, il y a quelque chose quand même que je trouve fascinant dans ce que vous dites, c'est que euh, vous pensez que le simple fait que les gens s'enrichissent, après par des mécanismes simples de redistribution, mais de redistribution qui seraient finalement un peu magiques, quoi. La richesse, la pauvreté serait supprimée. Mais par exemple, ce qu'on a constaté au 19e siècle avec l'explosion, comment dire, industrielle de l'Angleterre et un peu de la France aussi, etc. Enfin, bref, l'explosion industrielle grâce à la machine à vapeur et tout ça.
ce qu'on a constaté, c'est bien plus que bon, il y a eu l'exode rural des populations vers les centres-villes et les populations, avant qu'il y ait des révoltes sociales, etc., et des conquêtes sociales, après, c'est peut-être ça que vous appelez la chose naturelle. Ce sont peut-être des révoltes et des conquêtes sociales, j'en sais Non, rien. non, d'abord, je vais Avant, répondre à votre avant question. ça, Je pense que les révoltes n'ont servi à rien. Je pense qu'il y avait une dynamique naturelle qui faisait que les salaires allaient augmenter. Et vous savez, si les gens c'est quittaient quoi la cette campagne pour dynamique aller travailler dans les naturelle, en mines, fait? c'est parce que même travaillant dans les mines, ils vivaient mieux qu'à la campagne. Mais c'est On quoi cette n'imagine dynamique pas le degré naturelle? de misère qu'était la vie en Europe au XVIIIe siècle et encore avant. Hmm. Ça se mesure au travers de l'évolution de l'espérance de vie ou de choses comme ça. Alors, effectivement, être travailleur de fond, être mineur de fond au XIXe siècle en Angleterre, c'était pas une vie rêvée, mais ça a disparu, ça. Mais vous Ça a pensez que disparu. mais Et si les révoltes ça a servent disparu à en rien. Europe. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que ça ça a disparu. Écoutez, ça a disparu un peu partout. Et il y avait des gens qui avaient réduit les inégalités en Chine il y a une cinquantaine d'années. Je pense que plus personne ne veut vivre dans une société égalitaire du type de celle qu'il y avait il y a 50 ans en Chine. Mais si les révoltes ne servent à rien, qu'est-ce qui permet d'augmenter les salaires? C'est magique? Ah non, ce qui permet d'augmenter les salaires, c'est qu'on fait de la productivité. Et comme on fait de la productivité, en particulier les salariés, donc il y a de nouvelles machines. Et sur ces nouvelles machines, Oui. les salariés, les entreprises se trouvent en concurrence pour faire travailler les salariés. C'est ce que disait Ford. Vous savez, l'histoire de Ford qui disait je paie bien mes salariés. Il expliquait bien que c'était pas pour qu'ils achètent ces voitures, parce que s'il avait eu comme débouché, comme client que ses salariés, il aurait assez vite fait faillite. Je disais parce que une fois que je les ai formés, je veux les garder. Et pour les garder, je suis obligé d'augmenter les salaires. Donc, c'est-à-dire quand il y a des tâches de plus en plus qualifiées, on paye mieux les salariés. C'est ça, Absolument. Donc, quand on est cette dans une idée-là. société de plus en plus productive avec des salariés de plus en plus qualifiés, ils en bénéficient, ils reçoivent de plus en plus de rémunération. D'accord. Mais quand il y a fortement, par exemple, du chômage ou ce genre de choses, ces mécanismes peuvent un peu se gripper. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les salaires minimaux. Ah ben, la situation du chômeur n'est pas une situation enviable, mais le chômeur vit mieux aujourd'hui Oui, que ne vivait le vagabond errant dans les champs du XVIIIe siècle. oui, oui, bien sûr. Ok. Alors, bon, pour en revenir quand même à nos moutons, est-ce qu'on a répondu à notre question de départ qui était, faut-il essayer d'éradiquer l'évasion fiscale? Au final, Ah ben, je ne sais pas si on a répondu, mais je peux répondre de façon claire, nette, simple et précise en oui ou non. Vous savez, la réponse est non. je crois qu'on a à peu près compris ça. Moi, si je reprends ce que vous m'avez dit, si jamais on était dans dans une économie avec un taux d'imposition tel qu'il vous plairait, c'est-à-dire assez bas, plus bas qu'il n'est maintenant. Vous Oui. pourriez trouver un taux d'imposition idéal qui du coup serait harmonisable partout dans le monde, ça vous irait, et on pourrait totalement arrêter à ce moment-là l'évasion fiscale, n'est-ce pas? Ah ben, si les pays se mettent tous d'accord, s'il y avait un Parlement mondial Hmm. qui acceptait, Ou juste un accord de mais commercial. je pense que oui, je dirais oui, pourquoi pas, mais je pense que ça n'interviendra jamais parce que, encore une Non, fois, mais ça là n'est pas la créerait question. Là n'est pas la ce que les question. économistes appellent des passagers clandestins. De quoi? Des passagers clandestins, des gens qui sont à bord du navire et qui bénéficient de la façon des décisions qui sont prises à bord du navire, mais qui ne paient pas le billet pour le navire. Donc là, vous parlez de niche fiscale ou de choses comme ça? Je parle de gens qui effectivement en profiteraient pour soit faire du dumping fiscal de notre côté, ou au contraire en profiteraient pour augmenter les impôts en disant mais c'est pas moi qui, c'est le Parlement mondial qui. Hmm. Mais si on se place du point de vue du gouvernement français maintenant, si vous étiez au pouvoir et votre intérêt, c'est de défendre les citoyens et le gouvernement français, vous constatez qu'il y a tout un tas d'entreprises qui ont des succursales au Luxembourg pour moins payer d'impôts en France. Vous constatez donc qu'il y a un certain nombre une certaine manne d'argent qui échappe à l'impôt français. Euh, Est-ce que l'intérêt de la France, de la collectivité, n'est pas d'essayer de récupérer ces sommes-là? Non, 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 encore une fois, moi je suis sur la logique de Laurent Fabius face à la vignette. La bonne solution, s'il y a concurrence fiscale aussi débridée, c'est de supprimer l'impôt. C'est de faire en sorte que le moins de gens paient le moins Oui, c'est d'impôts. vrai que vous dites ça. L'impôt, c'est un moyen, c'est pas un but. L'impôt, c'est une punition, c'est donc pas à rechercher systématiquement.
Et si j'étais au gouvernement, mon objectif, ce serait de baisser les impôts en baissant drastiquement les dépenses publiques. D'accord. Donc baisser les impôts en baissant drastiquement les finances publiques. Et donc Les finalement, dépenses publiques. ce qui vous plaît dans l'évasion fiscale, vous reconnaissez que c'est un système injuste, mais de manière générale, vous trouvez que ça combat un autre système que vous trouvez injuste, qui est des taux d'imposition trop hauts partout. Exactement. D'autant plus qu'encore une fois, je maintiens que l'évasion fiscale, elle est le fait de pratiquement tout le monde. Hmm. Chaque fois que vous remplissez votre déclaration de revenus et qu'on vous dit, vous savez, vous pouvez échapper à l'impôt en faisant ci, ça ou ça, mais vous le faites. Hmm. Et par exemple, euh, dernière petite question. Si jamais on se mettait d'accord, donc pas besoin d'un parlement mondial, il suffit que tous les pays se mettent d'accord, peut-être qu'avec Biden, c'est ce qui va se faire. On se mettait tous d'accord sur un taux. Quel serait le taux à votre avis? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, simplement. Oui, je pense que, encore une fois, sur les entreprises, à condition un bon impôt sur les entreprises, non pas au niveau mondial, parce que tous les pays ne sont pas dans la même situation vis-à-vis du cycle. Mais dans, grosso modo, les pays du G7, mettons, même pas le G20, parce que la Chine ou l'Inde ne sont pas dans la même logique cyclique, mais au niveau du G7, les 7 principaux pays, et encore une fois, là aussi avec le Japon, c'est pas exactement, vu la situation démographique du Japon, on n'est pas exactement dans les mêmes configurations. Mais ce que montre, donc, mettons, G7 au sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni, et le Japon. Je pense qu'un taux de fiscalité sur les entreprises à 12,5% sans aucune niche, c'est ce qui est le plus en conformité avec la situation du cycle économique tel qu'on l'a vécu sur les 40 dernières années. 12,5%, c'est ça? Oui, 12,5%. L'OCDE avait essayé de faire ce type de calcul. Ils étaient arrivés à 15%, à une fourchette entre 10 et 15%. Ils avaient plus ou moins recommandé 15%. D'accord. Et après, avec des ajustements selon les besoins de croissance ou je ne sais quoi, c'est ça? Non, non, là c'est justement pour le Là, cycle. ah, C'est pour d'accord. le cycle. Donc, pas d'ajustement, c'est tout le monde à 12,5%, Ok, comme l'Irlande, quoi. comme l'Irlande. Ok, bon, ben, je crois avoir bien compris votre position. Merci beaucoup de l'avoir défendu sur Philosciences. Mais je vous en prie. Ça va être intéressant. Maintenant, je vais pouvoir interviewer les gens qui se battent contre l'évasion fiscale et puis leur opposer Oui, vos, oui. Surtout, rappelez-leur systématiquement vos la formule de arguments. Rousseau sur l'impôt, c'est le fruit de l'imposture. Non, je ne vais pas faire ça. Vous devriez. C'est Et encore une fois, c'est trop caricatural. je C'est cite trop Rousseau à caricatural plusieurs comme reprises. argument. Il le dit dans son discours sur l'économie politique, qui est l'ancien article L'économie de l'encyclopédie, mais il le rappelle aussi dans la lettre à d'Alembert, qui est un des textes les plus importants de son œuvre et qui est encore abondamment utilisé, cité. C'est Donc, même je pense pas, que les enseignants devraient davantage insister sur ce paragraphe. c'est même pas un argument, c'est une citation. C'est une citation, mais de Rousseau, donc c'est pas n'importe qui. Oui, mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est les idées, les arguments. Les noms, je m'en fiche un peu. Ah, mais oui, mais en fait, quand c'est les idées de Rousseau, ça devient un argument. Pas pour moi. Pas pour vous? Non, il faut qu'ils le défendent Rousseau, bien. ça ne vous inspire pas une forme de respect intellectuel? Bah, tout le monde m'inspire une forme de respect intellectuel, mais j'écoute que Vous les appelez arguments. philoscience, c'est quand même. Bah, j'écoute que les arguments bien expliqués, justement. Bah, écoutez, allez lire Rousseau, alors vous serez convaincu. Je vais essayer. Bon, merci beaucoup pour cette interview. C'était très agréable. Mais je vous en prie. Merci pour votre patience de m'avoir d'avoir défendu votre position qui était pas forcément proche de la mienne. Enfin, j'ai pas vraiment de position, mais qui était pas forcément facile à expliquer. Et voilà, très bonne journée. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.